Bien le bonsoir, amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver au cœur de cette autre séquence de réflexion géopolitique sur votre média. Regard sur le monde avec la collaboration de Globos s'ouvre à l'instant avec un regard majeur qui est donc posé ce soir autour de la démarche occidentale sur les différents fronts de guerre. Depuis le déclenchement donc de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine, l'Occident a donné avoir une image rare, celle d'un bloc uni soudé face à la Fédération de Russie. Sanctions économiques massives, soutien militaire coordonné, discours politique convergent. Jamais depuis la fin de la guerre froide, une telle cohésion n'avait semblé aussi évidente. Mais cette unité est-elle réelle ou circonstancielle? Car à mesure que l'on s'éloigne de Kiev pour regarder vers Téhéran, le paysage change. Face à l'Iran, les positions occidentales apparaissent plus fragmentées entre diplomatie nucléaire, sanctions économiques, gestion des crises régionales et divergences transatlantiques. Une autre réalité émerge, celle d'un Occident traversé, travaillé par ses propres contradictions. Dans un monde où les alliances se recomposent, notamment avec le rapprochement stratégique entre la Fédération de Russie et l'Iran, les lignes de fracture ne passent plus seulement entre blocs, mais aussi au sein même du camp occidental. Alors, comment comprendre cette géométrie variable? Pourquoi l'Occident parle-t-il d'une seule voix en Ukraine, mais de plusieurs en Iran? Et surtout, ces divergences traduisent-elles une faiblesse ou une adaptation à un monde devenu clairement multipolaire? C'est tout l'enjeu de notre émission de ce soir. Vous nous retrouvez, vous, amis téléspectateurs. Bienvenue à toutes et à tous. Derrière la transition, on retrouve nos invités. Et voilà, qui nous permet donc d'aborder avec beaucoup de sérénité cet axe de réflexion de Téhéran de Kiev à Téhéran. On va tenter de comprendre véritablement ces lignes de fracture qui travaillent donc la diplomatie occidentale, sinon européenne, de ces dernières années, qui semble véritablement arriver au moment où on assiste à une forme de recomposition de la carte géopolitique mondiale. Les différentes implications seront évoquées avec nos experts sur ce plateau central et en distanciel. Docteur Joseph Issoussé, vous êtes justement à nos côtés. Vous êtes enseignant, expert des relations internationales, mais surtout analyste géopolitique. Très heureux de vous retrouver au cœur de cette réflexion. Docteur, en attendant peut-être de vous avoir avec nous, on va présenter nos civilités à notre invité en distanciel, qui est donc avec nous depuis moi, Thierry Laurent Pellet. Vous êtes analyste géopolitique, écrivain. Vous êtes présenté par la presse française comme étant l'homme qui fait peur à l'Élysée. En tout cas, on est heureux de vous savoir sur ce plateau central, car rassurez-vous, vous ne nous faites pas peur. On est plutôt dans une dynamique de collaboration et de coopération, en effet, de permettre effectivement l'arrivée et la mise en place de ce monde géopolitique. Thierry Laurent, bienvenue à vous, cher monsieur. Bien, écoutez, je suis ravi de faire partie de votre émission aujourd'hui. Et comme vous l'avez souligné, il semblerait que l'Élysée tremble à partir du moment où je commence à ouvrir la bouche, notamment pour relater ce qui s'était passé l'été dernier pendant les semaines de l'économie d'Aix-en-Provence, où j'ai confronté le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en regard de ce qui se passe en Ukraine, puisque là-bas pendant quasiment une décade, et j'ai pu comprendre les tenants, les aboutissants, et lorsque je suis rentré en France et que j'ai pu comparer ce qui était raconté sur les plateaux télé et ce que moi j'avais vécu, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'un narratif avait été établi pour essayer de transformer la réalité. Et donc j'ai confronté Monsieur Barrot en lui expliquant que ce qu'il était en train de faire avec son gouvernement, c'était supporter une fasciste à caractère néo-nazi, et ça, d'un point de vue des lois françaises comme de notre culture, c'est quelque chose qui était absolument inacceptable. Merci à vous, cher monsieur. Vous êtes un géopolitique politologue, puisque vous parlez pas moins de trois langues, le français, l'anglais, l'espagnol, et vous parlez un tout petit peu du russe. On dira Dobro Utro. Docteur Joseph Issoussé, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes universitaire, mais surtout expert des questions de relations internationales, mais surtout analyse géopolitique. Heureux d'être à nos côtés ce soir. Docteur, bienvenue. Merci, mon très cher Fabrice. C'est un heureux plaisir pour moi de me retrouver ici
et d'apporter du mieux que nous puissions de nos analyses dans le seul but d'aider nos millions de téléauditeurs qui nous écoutent. Et nous croyons, comme j'ai toujours coutume de le dire, être à la hauteur, n'est-ce pas, de leurs attentes. Ouais. Et bien plus, je voudrais adresser mon fraternel salut déjà à Thierry Laurent qui m'a précédé et lui témoigner toute ma fraternité, ainsi qu'aux autres que vous aurez le soin de présenter tout à l'heure, surtout mon frère de l'autre côté à Yaoundé. Si vous me permettez cette petite digression, il y a une histoire qui a été organisée au Sénégal par le président Macky et son frère, je vais dire le président Diomaye et Sonko, qui concernait, je ne sais pas trop ce que ça concernait, mais ça allait dans le but des réparations. Mais la grosse curiosité, c'est que les autres Africains n'ont pas été invités de premiers chefs, mais bien plus, c'était une co-organisation de l'Union européenne et de la France. Alors, je ne sais pas comment est-ce que le bourreau peut organiser, n'est-ce pas, un événement de réparation. C'est trop beau pour être vrai. Alors, j'évoque cela pourquoi? J'évoque juste pour attirer l'attention des Africains. Je dis que il faut faire très attention. Au moment où vous engagez une musique, ne soyez pas surpris qu'il y ait toujours des fausses notes qui s'infiltrent. Merci à vous, surtout qu'on a en mémoire le fameux massacre de Tcharoy où plusieurs Africains y ont laissé la vie alors qu'ils venaient de différents débarquements, venaient au secours effectivement de la France qui devenait par là la France libre, celle de De Gaulle, et cette France qui a donc des années après remercié de la manière la plus barbare ceux qui l'ont pourtant permis à s'ériger au cœur du concert des nations. Thierry, je vous retrouve très rapidement pour jeter un regard fort autour de la démarche notamment de l'Union européenne. On l'a dit dans le cadre de cette émission au début de l'opération militaire spéciale de la Fédération de Russie. Vous avez étudié de fond en comble notamment cette opération militaire-là, notamment les rapports entre l'Occident et la Fédération de Russie. On a vu comme une forme d'atome crochu occidental contre la Fédération de Russie, des sanctions occidentales. Elles étaient effectivement rendues officielles au jour le jour. On parle d'un paquet de sanctions qui s'élève désormais à plus de 15 000 paquets de sanctions contre la Fédération de Russie. On semblait voir une Union européenne qui retrouvait finalement cette solidité dans sa diplomatie et même dans sa vision, une forme d'atome crochu avec notamment le parrain américain. Mais sur le cas de Téhéran, on semble ne plus voir le même enthousiasme, le même allant, la même démarche. On a comme l'impression que chemin faisant, peut-être beaucoup d'eau aura coulé sous le pont, ou alors il y a une forme d'éveil diplomatique et géopolitique de la part des puissances occidentales. Le cas, par exemple, de l'Espagne et bien d'autres pays qui s'inscrivent dans cette démarche, notamment de ce pays-là. Comment expliquer cette, on va dire, cette politique, cette géométrie variable, on va dire ainsi, de la part de la diplomatie de l'Union européenne? Alors, je vais prendre un petit peu de distance vis-à-vis des événements eux-mêmes pour essayer d'en dégager, en fait, une ligne principale, si vous le permettez. Nous sommes en train de vivre une intersectionnalité multidimensionnelle de conflits qui tendent à se généraliser de manière mondiale tout en restant localisés du fait d'intérêts divergents ou convergents selon les géographies et les mouvements politiques internes, comme vous l'avez souligné. Et ce, afin de préserver l'accès aux ressources naturelles, leur contrôle. Pour certaines entités, le but est de survivre à leur effondrement financier, et là je parle de l'Occident, particulièrement des USA. L'entité européenne ayant adopté un mode wannabe but will never, je traduis donc en français, je voudrais être, entre guillemets, une grande puissance, mais je ne le serai jamais.
Et pour les entités émergentes comme la Chine ou la Russie, pardon, c'est de consolider leur influence, leur capacité régulatrice, leur modèle économique basé sur une coopération et non sur une imposition de modèle soit économique, soit social, soit politique. Comme vous l'avez souligné, on a pu assister à une unification des pays européens en regard de la façon dont la Russie a réagi vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, je voudrais quand même apporter une petite précision, puisque si on regarde bien au microscope, on s'aperçoit d'une chose, c'est que certains États de l'Union européenne se sont complètement dissociés de la masse, notamment la Slovaquie et la Hongrie. Comme je le disais il y a quelques minutes, il se trouve qu'en fonction des mouvements politiques internes, les politiques et les positionnements vis-à-vis de cette union ont changé de manière, je dirais, pas circonstancielle, mais de manière relative. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé en Hongrie, aujourd'hui nous avons un nouveau leader en Hongrie qui a décidé d'accepter de signer pour le fameux fonds qui doit être assigné à l'Ukraine, tout en demandant à ce que l'Ukraine puisse rétablir le pipeline Druzhba qui lui permet d'obtenir l'énergie nécessaire à pouvoir supporter son économie. À côté de ça, on voit la Bulgarie qui vient de shifter complètement, puisque Radev, l'ancien président de la Bulgarie, lui préfère s'aligner sur le modèle russe, du fait, bien sûr, d'atomes crochus qui sont liés non seulement à l'histoire, mais aussi à la religion orthodoxe. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé je dirais, les 10 dernières années, on a effectivement les administrations d'Obama et de Biden qui ont décidé de déstabiliser l'Ukraine de telle manière à ce qu'ils puissent faire tomber le gouvernement de Vladimir Poutine afin de pouvoir installer un homme de paille que je considérais comme ceci et pouvoir récupérer toutes les ressources naturelles qui sont en Russie et qui sont considérables. Il se trouve que en 2022, ce sont les Ukrainiens qui ont commencé à bombarder les républiques de Donetsk et de Lugansk. D'un point de vue de la politique interne, ça s'est passé à partir du 17 février et la Russie n'est intervenue qu'à partir du 24. D'un point de vue de politique interne, à la Douma, les branches droite et gauche avaient déposé une motion pour pouvoir reconnaître les républiques, ces républiques séparatistes. Et Vladimir Poutine hésitait parce qu'il savait très bien que s'il le faisait, ça déclencherait un conflit. Et il se trouve que les États-Unis ont poussé les Ukrainiens à attaquer, et d'ailleurs ils sont préparés pendant plus de 10 ans, ils ont été financés pour ça, ils ont pu constituer des lignes de défense, et ils ont poussé à ce conflit. La Russie est intervenue après avoir signé les reconnaissances de ces républiques, et c'est ce qui nous a amené en fait au conflit actuel. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le Rand Institute à Los Angeles avait préparé le paquet de sanctions en prévision de la réaction de Vladimir Poutine. Et ces sanctions ont été distribuées directement à l'Union européenne de telle manière à ce qu'ils puissent les exécuter immédiatement. Donc, en fait, il y avait un plan qui avait été établi au niveau des USA de telle manière à ce qu'il y ait une dissociation des économies allemandes et russes, puisque les Allemands bénéficiaient du gaz russe qui était extrêmement peu cher et qui leur permettait d'être compétitifs au niveau de leur économie. Et par la suite, bien sûr, à partir du moment où l'économie européenne se serait effondrée, les capitaux auraient shifté vers les États-Unis, et c'est exactement ce qui s'est passé à partir de mars et avril 2023. Donc en fait, les États-Unis, sous une forme diplomatique, entre guillemets, montraient en fait une unicité avec l'Union européenne, quand en fait,
Leur but ultime, c'était de détruire l'économie européenne pour pouvoir en fait repositionner l'économie américaine et donc le dollar. Leur but, c'était de détruire en fait l'Union européenne et surtout la devise euro, qui permettrait au dollar de récupérer 18% de part de marché sur le marché des devises. Donc, de dire que les États-Unis et l'Europe sont alignés sur le même modèle et sur une union sans qu'il y ait d'arrière-pensée, ça serait une erreur absolument gigantesque. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu la dissension qui vient de se développer en regard du conflit avec l'Iran. Entre-temps, Donald Trump a été réélu. Et Donald Trump, c'est un républicain avec une vision de ce que doit être l'Amérique qui est complètement antinomique avec ce que les démocrates avaient mis en place. Il veut America Great Again, c'est-à-dire l'América d'abord et le reste après. Et de ce fait, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine n'était pas à l'avantage des États-Unis parce que ça coûtait énormément d'argent au niveau militaire. Et il a décidé, en fait, de laisser tomber petit à petit l'Ukraine de telle manière à ce qu'il puisse rétablir des relations bilatérales avec la Russie qui lui auraient pu permettre de développer le business des États-Unis, notamment dans l'exploitation des ressources minières et des échanges internationaux, puisque un grand nombre de sociétés américaines ayant quitté la Russie, eh bien, c'est autant de chiffres d'affaires que ces sociétés ont abandonné sur le terrain russe. Donc, ce qui se passe, c'est que les États européens étant alignés sur l'idéologie démocrate, ils sont en complète opposition avec Donald Trump, qui lui a fait une erreur absolument gigantesque, c'est de ne pas écouter les gens du renseignement aux États-Unis, notamment Tulsi Gabbard, comme son armée, qui préconisait que d'attaquer l'Iran serait une erreur absolument colossale. Mettre en place une attaque par le ciel et faire du carpet bombing, c'est très facile. Par contre, renverser un gouvernement et surtout avec un État séculaire, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, il a quand même exécuté son plan pour supporter Netanyahou, pour des raisons qui sont certainement très obscures. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une espèce de bourbier absolument épouvantable où il ne maîtrise plus l'équation et il ne s'attendait pas, en fait, à des mécanismes de résistance de l'Iran qui sont quand même considérables, puisqu'aujourd'hui, l'Iran a développé une arme nucléaire économique absolument considérable, c'est-à-dire le blocage du détroit d'Ormuz et l'accès à toutes les matières énergétiques. Donc, que se passe-t-il ? Les différents dirigeants de l'Union européenne n'attendent qu'une seule chose, c'est que Donald Trump se plante complètement et se fasse virer pendant les élections qui se dérouleront en octobre et en novembre, les midterms, en espérant que les démocrates prennent les deux chambres et puissent mettre en place les mécanismes nécessaires à pouvoir supporter les différents dirigeants de l'Union européenne qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est en découdre avec la Russie pour des raisons de politique interne. En effet, avoir un ennemi commun, c'est très très arrangeant puisque leur but ultime, c'est de pouvoir fédéraliser l'Europe. Et pour ce faire, cet ennemi-là, avec un conflit, les aidera à pouvoir justifier cette fédéralisation. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là ne comprennent pas que la Russie, c'est un État nucléaire extrêmement puissant, avec une armée aguerrie qui a été exposée au combat pendant plus de 4 ans maintenant et qui est prête à en découdre sans aucun problème, alors que l'Union européenne, elle n'a pas d'armée, n'a pas de structure nécessaire à pouvoir supporter un conflit de haute intensité et expose toutes les populations à un risque de nucléarisation du conflit qui pourrait amener à la destruction totale de l'Union européenne. Donc, effectivement, pour étayer ce que vous disiez précédemment, il y a une dissension en fonction des intérêts politiques ou géopolitiques
actuelle qui fait que les pays européens se désolidarisent complètement de Trump, qui est devenu d'ailleurs particulièrement incontrôlable du fait de ses humeurs. Merci à vous Thierry Pelé pour cette première grille d'analyse. Charlie, on peut savoir qu'on est en multiplex avec vous. Bienvenue à vous, cher monsieur. Vous êtes stratège, désormais auteur. Civilité à vous, cher monsieur, depuis Yaoundé. Bienvenue. Bonjour, mon très cher frère Fabrice Ndom. Je salue Thierry Laurent Pelé, que je vois par Zoom. Je salue également le docteur le souci qui doit être avec vous sur le plateau. Oui, juste la fin de madame. Merci. Et je vous salue de même. Allez, merci. Docteur, on retrouve très rapidement, et tout à l'heure, on a suivi Thierry avec beaucoup d'intérêt. Pour lui, les lignes de fracture observées aujourd'hui viseraient peut-être de la part de lui tenter de, disons-le clairement, d'obtenir la tête de Donald Trump aux élections de mi-mandat, l'effet de tenter peut-être de sauver ce qu'il y a le dette, peut-être de régler finalement leur compte à la Fédération de Russie. Est-ce que vous partagez cette même orientation? Oui, il faut dire que au départ du conflit israélo-américain contre l'Iran, ouais. il était normal que le groupe de l'OTAN ou de l'Union européenne se comporte ainsi. Puisque ouais. il faut se dire que ce groupe avait déjà un conflit avec la Russie via l'Ukraine, n'est-ce pas? Et la Russie qui devenait menaçante, pour eux, c'était une occasion de fragiliser la Russie. Maintenant que dans ce conflit-là, le principal allié qui est le principal bras droit de l'OTAN, les États-Unis, les a lâchés. Ils se sont dit au départ que cette guerre couplée israélo-américaine, n'est-ce pas, devait affaiblir naturellement l'Iran. Et vous savez que la Russie est un partenaire stratégique de l'Iran. Donc, faiblissant l'Iran, ça veut dire que la Russie devait être intéressée sur deux fronts de combat, c'est-à-dire que le vieux front avec l'Ukraine, mais bien plus, n'est-ce pas, avec l'Iran. Alors, vous savez donc qu'il y a un véritable souci sur le plan économique des alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire des États de l'Union européenne ou des forces de l'OTAN. Le véritable souci, il est économique. Déjà que le conflit russo-ukrainien les plongeait davantage dans un marasme économique, alors, pour quel intérêt ils vont s'intéresser, n'est-ce pas, au conflit israélo-américain contre contre l'Iran? Pour quel intérêt? Ça, c'est s'enfoncer davantage. Mais bien plus, vous savez que personne n'avait vu venir, même pas les États-Unis, n'est-ce pas, dans le conflit avec l'Iran, n'avaient pas vu venir la stratégie de l'Iran dans ce conflit. Vous savez que les États-Unis étaient partis pour une histoire de 3 à 10 jours, n'est-ce pas, affaiblir l'Iran, que, n'est-ce pas, remporter et faire de l'Iran ce qu'ils ont fait Venezuela et ou ce ils avaient eu à faire il y a 20 ans et plus. Alors, qu'ils ont été surpris des capacités militaires iranaises, et non seulement, on le sait très bien que ces capacités n'étaient pas seulement, n'est-ce pas, iranaises, mais elles étaient chinoises et russes. Mais vous voyez, la Russie et la Chine ont fait une sorte de guerre par procuration, sans toutefois être en avant-ligne dans la guerre. Alors, aujourd'hui, ils se sont rendus compte, c'est-à-dire, et ceux de l'Union européenne et les États-Unis se sont rendus compte de ce que l'Iran avait plus d'un tout dans son sac. Par exemple, le détroit d'Ormuz, qui reste le véritable problème aujourd'hui dans la guerre, le véritable souci. Et vous savez, on avait longtemps... D'ailleurs, c'est au travail de ces détroits d'Ormuz qu'on a véritablement pu apprécier les dissensions visibles, que ce soit au sein de l'Union européenne ou encore entre l'Union européenne et le partenaire américain. Puisque quand l'Iran va mettre ce blocus, le blocus, la clé 14, n'est-ce pas? La clé 14
détroit d'Ormuz, on va voir les États-Unis cette fois-ci appeler ses alliés, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment patatras que les alliés vont répondre négativement, une fin de non-recevoir, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que économiquement, les gars sont déjà étranglés. Alors, beaucoup craignaient la non-belligérance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être considéré comme co-belligérant de cette guerre. Effectivement, puisque l'Iran avait déjà averti que tous ceux qui vont se pointer ou qui vont répondre favorable à l'appel des États-Unis vont subir les mêmes conséquences. Alors, celui qui voudrait que ces embarcations passent sans souci, alors, il sait ce qu'il lui reste à faire. Et vous avez vu la position de l'Espagne, vous avez vu la position de la France qui était même au point où Donald Trump s'est engagé dans une sorte de guerre verbale avec Paris, au point même d'entrer dans la vie privée de monsieur Macron. Mais il faut dire une chose. Vous savez que beaucoup, on avait pensé que le détroit d'Ormuz avait seulement des fins pétrolifères, mais que non. Des fins beaucoup, ça veut dire que sur le plan économique, c'est plus d'un secteur, c'est pas seulement le pétrole. Vous avez la pharmacie. Tout à fait. Vous avez non seulement la pharmacie, vous avez même les produits agroalimentaires qui passent par là. Et vous verrez donc que tout à l'heure, Thierry il parlait, n'est-ce pas, de la discorde au sein même des États de Visegrad. C'est-à-dire que les 4 États qui constituent l'accord d'Abraham, non, l'accord c'est l'accord qui commence, le nom m'échappe. La Hongrie, la Tchécoslovaquie, la République tchèque et autres, ils ont un accord là, c'est l'accord a été signé en 91. Bon, le nom va me revenir, ça m'a échappé. Vous avez vu, il relevait les dissensions entre ceux-là, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui ne sont pas pour. Pourquoi? Parce que il faut partir du simple principe selon que les relations internationales sont basées essentiellement sur des intérêts. Et ces intérêts voudraient que on peut être un groupe, on peut être ensemble. Mais si mes intérêts individuels sont menacés, alors là, je me retire de votre histoire là, je me retire carrément. Au fait, je me retire de l'accord. Parce que les intérêts sont d'abord individuels avant d'être des intérêts de groupe. Alors, vous verrez donc aujourd'hui, l'Union européenne étant asphyxiée sur le plan économique, parce que lorsqu'on parle même de l'OTAN, il faut le dire, lorsqu'on parle de l'Union européenne, il faut le dire, on a la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, et à une certaine mesure l'Italie et 2 ou autres là. Donc, vous verrez que chacun d'entre s'est dit, non, je ne veux pas asphyxier le pétrole. Et vous savez, l'effet, n'est-ce pas, du pétrole, dès que le pétrole prend un coup et qu'il grimpe, c'est toute une chaîne. Le reste, n'est-ce pas, de la vie économique va prendre un coup. Absolument. Alors, chacun s'est dit, tiens, il faut préserver mes intérêts. Vers quoi sommes-nous en train d'aller et au nom de quoi? Parce que, à côté de ça, chacun est à la porte de sortie ou au plus, il y a des élections qui guettent aux États-Unis en fin d'année. En France, c'est pratiquement le dernier tour pour le dernier virage pour Macron. Et partout ailleurs. Et vous savez que quand on revient même aux États-Unis, vous avez des menaces, vous avez les démocrates qui s'élèvent, qui demandent à ce qui lancent des pétitions pour la destitution de Macron et bien d'autres. Ce qui c'est qu'il a pris cette élection sur un fil avec beaucoup de chance. Donc, ça se joue donc. Et aujourd'hui, les espoirs des uns sur les autres brillent par une grande déception. Et on se rend compte donc que, à côté de ça, le mythe dont beaucoup redoutaient, le mythe américain est tombé. L'Iran a permis, n'est-ce pas, le mythe de faire chuter le mythe de l'invincibilité américaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces alliés d'hier de l'Union européenne, de l'OTAN, peuvent dire non ouvertement, ce qui hier ne pouvait pas se faire. Donc, voilà aujourd'hui un peu ce que l'Iran nous a servi. Et tout ceci contribue à conforter la Russie dans ses positions.
la Chine dans ses positions et tout le bloc occidental aujourd'hui est en épave et sont bien donc obligés aujourd'hui. Vous avez suivi, Macron l'a dit il y a quelque temps qu'ils ne perdent rien, ils sont obligés d'aller négocier directement avec la Russie sans intermédiaire parce que les intermédiaires les ont lâchés au niveau du Golfe. C'est pareil, tout le monde a découvert, tous les États du Golfe aujourd'hui s'élèvent contre les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'Iran nous a servi sur un plateau d'or les faiblesses des États-Unis. Merci à vous, docteur Joseph Essoussé. Charlie, on vous retrouve. Alors, tout à l'heure, Thierry a semblé convoquer, en tout cas ces dissensions observées aujourd'hui au cœur donc de la démarche de l'Union européenne. Mais je voudrais singulièrement avec vous que l'on essaye de regarder avec beaucoup plus de rigueur cette démarche de l'Union européenne et tenter de savoir si peut-être cette démarche pouvait être capitalisée si elle était véritablement mieux coordonnée. On se rappelle de la démarche de Trump qui a voulu court-circuiter la présence de l'Union européenne au cœur notamment de la résolution plus ou moins de la crise ukrainienne avec tous les retombées qui vont avec. Est-ce que cette exclusion de l'Union européenne aujourd'hui pourrait justifier la démarche qui devrait naturellement être la leur à l'effet de tenter véritablement de court-circuiter un partenaire qui devient de plus en plus embêtant? Comme je le disais au préalable, Thierry, je vous en prie, la parole est à Charlie. La parole est à Charlie Kenyé. Je ne sais pas s'il a suivi la question. Ah, pardon, excusez-moi. Merci à vous. Excusez-moi, je n'avais pas entendu. Parce que ça... Justement, mais sauf que vous ne m'avez pas interpellé nommément. Je me suis dit qu'elle était soit pour le docteur, soit pour... Peut-être que vous n'avez pas suivi Charlie. Il n'a pas suivi. Il attend. D'accord. Ouais. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est simple, c'est que effectivement, la démarche américaine qui consiste à, du moins, à écarter, si on peut le dire ainsi, si on peut écarter les Européens, en réalité participe d'une stratégie pour, je veux dire quoi, peut-être pas de trouver une solution au problème, mais il réside beaucoup dans les plans et les stratégies de l'État profond américain. Parce que il faut bien le rappeler ici que le russo-ukrainien, qui en réalité se trouve être le conflit Russie-OTAN, c'est un conflit voulu par le deep state américain, à savoir l'État profond américain. Et vous savez bien, d'ailleurs, j'ai pour habitude de le rappeler au cours de vos émissions, comme quoi les États-Unis d'Amérique, en réalité, c'est deux chaussures portées par une même personne, parlant justement des différents blocs politiques, que ce soit le bloc républicain ou même encore le bloc démocrate. C'est-à-dire que en réalité, c'est une même entité qui contrôle, du moins qui coordonne ces deux blocs. Et cette entité s'appelle le mouvement sioniste. Et donc, vous verrez que la crise, ou du moins le conflit russo-ukrainien, ou si vous voulez, russo-otanien, obéissait justement aux agendas de cet État profond. Et on s'est bien rendu compte que face justement à la débâcle qui a été la leur, dans le cadre de cette crise qui a non seulement exposé les faiblesses de cette alliance militaire, à savoir l'OTAN, de l'Union européenne, y compris des États-Unis d'Amérique, et ben cette entité-là, cet État profond a voulu, à défaut de perdre la face, de se redéfinir ou du moins de se revitaliser au sommet de l'État. Voilà donc comment on a vu partir un démocrate pour faire arriver un républicain. Mais vous aurez remarqué, et là je cite l'ancien président Fidel Castro qui disait qu'en réalité, les méthodes, les stratégies, généralement peuvent différer, mais les objectifs restent les mêmes.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous analysez, par exemple, la politique étrangère américaine sur ces 20 dernières années, vous verrez que ce soit le camp républicain ou le camp démocrate qui est arrivé au pouvoir, cette politique étrangère est pratiquement restée inchangée. Et donc, il faut bien comprendre que derrière, justement, les déclarations de Trump, ou du moins les prises de position de Trump, ma foi, aujourd'hui, à travers non seulement les affaires Epstein ou même encore le conflit en Iran, démontre que c'est un individu qui ne décide lui-même. D'où l'analyse et qui doit être menée justement sur cet acteur non étatique ou du moins sur cet acteur non officiel qui contrôlerait justement l'établissement politico-administratif américain. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment quelqu'un qui est arrivé au pouvoir sur la base d'un politique clair, il nous a parlé justement de Make American Great, mais vous verrez qu'aujourd'hui, ces positions, ces actions sont totalement aux antipodes du slogan ou du moins déclarations pour lesquelles celui-ci est arrivé au pouvoir. Et cela est visible même aujourd'hui au niveau de sa base électorale, même au niveau même de ses soutiens administratifs. On sait aujourd'hui, ou du moins on a vu la démission de l'ancien directeur du centre antiterroriste, Joe Kent, qui n'a pas manqué de rappeler dans sa lettre de démission comme quoi, en réalité, Donald Trump agit simplement en défendant les intérêts d'Israël, que sa démarche n'a rien à voir avec la défense des intérêts américains. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Vous avez vu que certains de ses anciens soutiens, tels que Tucker Carlson ou même encore Candace Owens, sont en train de le vomir sur les différentes pages. Et si vous ajoutez à ça les déclarations, par exemple, des éminents chercheurs américains comme les Merschmeyer ou même encore le professeur, j'espère que son nom va me revenir, qui rappelait, l'économiste américain, là, j'espère que son nom va me revenir, qui rappelait que... Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs. Merci Thierry Laurent. Jeffrey Sachs, qui rappelait que la politique américaine de ces 20 dernières années a été orientée par Israël. Donc, vous voyez qu'en réalité, on a fait un jeu où il y a une entité non officielle derrière qui contrôle le jeu et les chefs d'État qui sont mis en avant en réalité ne sont que des petites marionnettes qu'on manipule comme ça pour donner l'impression justement à la masse, aux masses, c'est-à-dire au peuple américain de décider de quelque chose. Or pourtant, ceux-ci ne décident absolument de rien. Et donc, pour revenir à votre question, il est clair aujourd'hui que dans cette logique d'essayer de ne pas perdre la face et donc de tenter d'avoir un nouveau contrôle sur la situation, on a manœuvré justement pour faire venir au pouvoir un républicain avec un programme comme celui, la même chose. On est tout à l'inverse de ce qu'il a déclaré, pour essayer véritablement de rejeter le tort sur les États européens. Et c'est là où vous voyez que mon analyse, non seulement vient, je vais dire quoi, vient appuyer, si ce n'est conforter justement celle qui a été faite par mes prédécesseurs, de Thierry Roland, qui rappelait qu'il y a une démarche justement américaine. Et lorsqu'il parle des États-Unis d'Amérique, il faut toujours voir derrière le deep state. Parce que c'est ce deep state-là qui finance le jeu politique américain. C'est-à-dire que vous avez des entités aux États-Unis qui, si elles ne vous adouvrent pas, vous ne pouvez être président aux États-Unis. Vous avez les complexes industrialo-militaires. Vous avez les lobbies, les grands lobbies pharmaceutiques avec le Big Pharma. Vous avez des grandes lobbying tels que l'EPA qui contrôlent la finance internationale. Si ces gens-là ne vous adoubent pas, eh bien, vous n'êtes pas président aux États-Unis d'Amérique. Et donc, pour tenter comme ça de maintenir également son monopole sur l'Europe, on a joué à ce jeu-là, à cette roulette russe, parce que regardez ce qui s'est passé. On a poussé, parce qu'il y a toute une chronologie derrière ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et si on ne regarde pas justement ce passif, on ne peut pas bien comprendre la démarche américaine, du deep state américain derrière ce que nous sommes en train de vivre de ce côté. Je rappelle que, indépendamment justement de diviser l'Ukraine, pardon, les États-Unis comme cela avait été prévu, parce que le but était, à défaut de diviser la Russie,
de nature justement à s'accaparer de ces immenses richesses. Le but était de fragiliser la Russie. Donc, l'Ukraine ici servait simplement de proxy. Mais derrière cela également, il y avait une volonté manifeste de fragiliser, si ce n'est de maintenir un certain monopole sur l'Europe. Et qu'est-ce qui a été fait? On sait aujourd'hui que l'économie européenne est fortement dépendante du pétrole russe. D'ailleurs, qu'est-ce que les Européens ont fait? Vous n'avez qu'à lire les investigations qui ont été faites par Simon Hersh, qui a été fait prix Pulitzer, qui a été gagnant du prix Pulitzer, qui, dans des enquêtes indépendantes, a démontré très clairement que la destruction, ou du moins le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 était effectivement l'apanage des États-Unis d'Amérique. Ce sont les Américains qui ont détruit ces gazoducs avec la complicité de quelques États européens, sachant pertinemment l'importance économique et stratégique de ces gazoducs pour le bon fonctionnement ou la bonne santé de l'économie européenne. Alors, on se rend bien compte que non seulement ils ont détruit cet atout majeur stratégique de l'Europe, mais ils se sont rendus, dans le cadre de cette crise-là, à mettre sur pied un ensemble de sanctions qui en réalité ont créé plutôt un effet domino, parce que plutôt de sanctionner la Fédération de Russie, cela a plutôt sanctionné les économies européennes. Aujourd'hui, la Russie fait partie des pays qui sont dans le top 4, je crois le top 5 des meilleures économies au monde. L'économie russe se porte parfaitement bien, au détriment de l'économie européenne qui, elle, aujourd'hui, subit l'effet de ses propres sanctions. Donc, vous voyez que derrière cela, il y a une stratégie, à défaut justement de démembrer la Fédération de Russie, c'était de fragiliser. Mais derrière également, il y avait une volonté manifeste de renforcer un certain contrôle sur l'Europe en fragilisant un peu plus cette Europe-là. Et nous sommes en train de voir les effets aujourd'hui. L'Europe n'est plus à même véritablement de peser au niveau de la géopolitique internationale. On se rend bien compte. La plupart aujourd'hui des événements majeurs qui secouent le monde aujourd'hui, on voit très clairement comment le monde est en train de basculer de l'ouest à l'est. C'est-à-dire que c'est l'est d'aujourd'hui qui définit pratiquement de la marche du monde d'aujourd'hui et qui peut-être définira même la marche du monde de demain. Et on voit comment l'Europe est en train d'essayer de rattraper le gap. On voit comment l'Union européenne essaie autant que se peut, à travers le réarmement. On parle de 800 milliards d'euros pour réarmer l'euro. On parle d'une armée européenne. On parle de réindustrialiser l'euro. On est même en train de mettre sur pied des stratégies pour permettre à ce que des géants européens se mettent ensemble pour concurrencer les géants asiatiques. Donc, c'est une stratégie qui a été voulue et malheureusement, vous me permettrez l'expression, les cancres aujourd'hui qui sont à la tête des États européens, qui eux-mêmes ont des antécédents avec ce deep state américain parce que pour la plupart sont des produits de ce système, sont des fabrications de ce système parce que ce système, à travers ces grands fonds d'investissement, contrôle pratiquement toute l'Europe. La plupart des médias européens aujourd'hui, vous savez que les grands fonds d'investissement américains ont des actions dans les grands médias européens aujourd'hui. Vous savez que les grands empires pharmaceutiques aujourd'hui européens, vous avez des fonds d'investissement américains qui sont à l'intérieur. On sait aujourd'hui comment les grandes banques européennes sont contrôlées par ces fonds d'investissement. Ça dit que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, vous comprenez qu'il y avait toute une stratégie derrière, préparée, voulue, pensée par le G7 américain, qui non seulement devait fragiliser ce qu'elle considère comme étant ses rivaux, à savoir l'Union européenne, effectivement, malgré le fait que les Européens, dans leur esprit, pensent que les États-Unis sont un allié. Or, les Américains ne voient pas les Européens comme étant des alliés. Et ça, c'est connu depuis. Ouais. Vous n'avez qu'à lire la pensée géopolitique des personnes comme Zbigniew Brzezinski ou même encore le centenaire qui est mort récemment, Harry Kissinger, qui rappelait que les États-Unis n'ont pas d'alliés, n'ont que des vassaux et que c'est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais c'est suicidaire d'être son ami. Donc, c'est naïf ou ça a été naïf pour les Européens de penser qu'ils étaient un allié stratégique des États-Unis parce que les États-Unis, une puissance, une entité comme celle-là, en réalité n'a pas d'alliés, n'a que des vassaux. Et donc, il y avait, comme je le disais tantôt, toute une stratégie qui fait en sorte que cette Europe ayant perdu la face,
est en train, autant que se peut, d'essayer de recoudre les meubles. Mais sauf que l'Europe aujourd'hui, sachant très clairement que avec l'arrivée de Donald Trump, qui est en train véritablement de rejeter pratiquement l'ensemble des dépenses et même des causes, si ce n'est même des conséquences de ce conflit sur le dos des Européens, l'Union européenne essaie également autant que se peut de sauver la face en tentant justement ou en laissant croire à ces populations qu'elle a encore une mise sur ce conflit-là. On nous parle d'une enveloppe à 90 milliards pour continuer à soutenir l'Ukraine. On se rend bien compte que aujourd'hui, la plupart des économies européennes sont en récession. On voit très clairement comment le taux de chômage est en train de s'accentuer dans la plupart de ces pays. Le cas de la France, ou encore vous avez suivi les statistiques de l'INSEE qui rappelait le nombre d'entreprises qui fermaient pratiquement chaque mois, des milliers d'entreprises qui fermaient chaque mois en France. Et donc, il y a aujourd'hui une volonté manifeste pour cette Europe-là de continuer d'exister malgré justement cette réalité. Et donc, on donne l'apparence de dire non, l'Ukraine a encore une chance de gagner si on continue de soutenir l'Ukraine. On donne l'impression de présenter le conflit comme étant en total, je veux dire quoi, c'est-à-dire défavorable par rapport à la Fédération de Russie. Or, sur les faits, la Russie est en train non seulement de gagner du terrain, la Russie se porte bien économiquement. La Russie aujourd'hui est en train de montrer à la face du monde qu'elle est un acteur avec lequel le monde devra compter, puisque non seulement elle est en train de gagner cette guerre sur le théâtre ukrainien, mais indirectement, il y a une autre bataille géopolitique qui se joue au niveau justement du Moyen-Orient, où aux côtés de la Chine, elle est également encore en train de gagner. Et les États-Unis estiment donc que le moment est venu pour eux de beaucoup plus se concentrer ce qu'eux qualifient comme étant la véritable menace pour les États-Unis, à savoir la Chine, parce que le document de stratégie nationale américain définit la Chine comme étant l'ennemi des États-Unis d'Amérique. Même le conflit aujourd'hui en cours au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et l'Iran, même si les objectifs de guerre ne sont pas les mêmes, que ce soit américain ou israélien, il faut dire que derrière le soutien américain à Israël dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient contre l'Iran, il y a une volonté manifeste d'affaiblir la Chine parce que les États-Unis considèrent la Chine comme étant véritablement son potentiel ennemi. Et l'Europe se retrouve seule, isolée, faible économiquement, indépendamment même des problèmes sociopolitiques que ces pays-là rencontrent, parce que vous verrez que aujourd'hui il y a un décalage profond entre les masses européennes et les élites qui ne se reconnaissent plus dans les dirigeants à travers les décisions qui sont prises au niveau de la Commission européenne. Vous avez des scandales à n'en point fini au niveau de cette commission-là, des scandales de corruption, des scandales justement d'initier un ensemble de choses qui montrent la fragilité de cette organisation, la fragilité de ce continent qui malheureusement la corruption de son élite et bien sûr son attachement ou du moins son lien étroit avec le deal américain a amené à la situation que nous voyons actuellement. Et donc, pour tenter de ne pas perdre la face, on donne l'illusion de continuer à exister, on donne l'illusion de gagner, du moins de ne pas faire assez pour gagner en Ukraine, mais la réalité, elle est tout autre. Nous sommes en train d'assister à un effondrement, s'il faut le dire ainsi comme ça, de l'Union européenne. Pour cette volonté américaine de garder, sachant très pertinemment qu'ils sont en train de faire encore moins un poids pour eux, clairement, dans le cadre de la stratégie qui est la leur, sur le plan de leur géopolitique internationale. Merci. Merci à vous, Charlie. Thierry, je vous retrouve. On tente de vernir véritablement cette politique ou alors cette diplomatie occidentale, mais on est vite rattrapé. On est rattrapé vite fait, notamment par la réalité économique. Je rappelle d'ailleurs que pour le cas de l'Allemagne, qui est présentée comme étant le poumon économique effectivement de cette Union européenne, la Fédération de Russie prévoit d'interrompre à partir du 1er mai, vendredi de la semaine prochaine, eh bien, le transit du pétrole brut en provenance du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc d'Orba, selon des sources bien précises. Alors, ce qui laisse véritablement croire que dans les jours qui arrivent, on va assister uniquement, si on prend le seul point de l'Allemagne, une véritable crise économique qui risquerait davantage de plomber les dynamiques, on va dire, économiques locales. Alors, comment expliquer que ces pays européens qui vivent effectivement le revers de cette médaille, le revers de cette, plus ou moins de cette subordination aux États-Unis d'Amérique, ne veuillent pas clairement aujourd'hui tenter de prendre la balle au bon, c'est-à-dire
unir véritablement leur démarche à l'effet de tout faire au jeu pour tenter peut-être de sauver ce qui a lieu d'être, notamment du côté de l'Ukraine, puisqu'il est clair que l'Union européenne a apporté plus ou moins un appui, un apport physique, financier, matériel, autre, et qu'aujourd'hui, eh bien, les États-Unis veulent clairement c'est d'ailleurs le cas, c'est tailler la part du lion dans le cas notamment plus ou moins de du partage du butin. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour l'Union européenne de pouvoir véritablement mettre à mal le partenaire américain, Thierry? Alors, pour aider ce que disait Charlie, je vais essayer de rebrosser un petit peu les cartes d'un point de vue supply chain. Vladimir Poutine, au moment de Maïdan en 2014-2015, a compris que de toute façon, le conflit serait inévitable. Et il a suggéré à Xi Jinping l'élaboration de ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire un ensemble d'infrastructures qui permettrait en fait de lier l'Afrique à l'Amérique du Sud pour pouvoir favoriser les échanges internationaux nécessaires à supporter l'économie globale. Donc, il y a eu, et c'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui les deux conflits majeurs qui se sont développés, à savoir en Ukraine et en Iran. Pourquoi? À travers l'Ukraine, devait passer ce qu'on appelle le Channel Central Europe, qui lirait la Chine à Kiev à travers Moscou via Vienne. Et vous avez le deuxième channel, c'est ce qu'on appelle Belt and Road Initiative Channel Sud, qui devait passer donc par l'Iran. Et la Chine en bénéficiait directement pour différentes raisons. Un, pour supporter l'Iran, parce que c'était un de ses principaux fournisseurs en ressources pétrolières, et deux, parce que ça leur permettait de pénétrer le marché africain à partir, bien sûr, du Sud. Donc, Donald Trump l'a bien compris, et les administrations précédentes ont tout fait, en fait, pour pouvoir contrôler ces deux États pivots, sachant que l'Iran, c'était un petit peu la patate chaude et que personne n'osait y toucher. Donc, que ce soit Obama comme Biden, sont focalisés sur l'Ukraine. À la suite de quoi, aujourd'hui, nous assistons à ce fameux conflit avec l'Iran. Les conséquences sont particulièrement dramatiques. Pourquoi? Parce que Trump a essayé de mettre en place une équation de contrôle des énergies mondiales. Il a récupéré le Venezuela d'une manière absolument honteuse, je dirais, honteuse, s'est comporté comme une espèce de pirate. Et dans un billard à trois bandes, c'est une théorie que j'ai élaborée, je ne sais pas si, bien sûr, elle est justifiable, mais d'un point de vue de la logique, elle se tient bien. En attaquant l'Iran, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a mis en place une stratégie que je qualifierais de non symétrique. Ils ont frappé, bien sûr, les bases américaines dans tout le Golfe, mais ils ont aussi frappé les infrastructures pour punir les États qui supportaient les États-Unis dans des contrées musulmanes. Donc, les conséquences de cela, c'est que ces pays-là, aujourd'hui, ont un problème absolument colossal, c'est que leurs économies s'effondrent. Mais en même temps, ça sert les États-Unis pour une raison, c'est que à partir du moment où les infrastructures pétrolifères et gazières ont été détruites, ils ne peuvent pas exporter. De plus, l'Iran a mis en place un goulet d'étranglement au niveau du détroit d'Ormuz, qui fait que qu'est-ce qui reste en termes de sources majeures d'approvisionnement en pétrole et en gaz? La Russie et l'Ukraine. La Russie ayant un sacré problème à peine que s'amuse à bombarder toutes les efforts qui fait que l'exportation se retrouve l'Uni devient des plus gros peurs de matières premières énergétiques dans le monde.
Alors, le fait est qu'ils ont quand même un souci, c'est que les vecteurs de transfert de ces ressources énergétiques sont bloqués du mauvais côté du détroit d'Ormuz. OK? Mais le fait est que avec un baril de pétrole entre 80 et 100 dollars, c'est manageable pour les sociétés américaines qui font des bénéfices absolument colossaux aujourd'hui. Donc Trump a mis en place un mécanisme de contrôle de la distribution des ressources énergétiques dans le monde. Et ce qui est en train de se passer à Hormuz, quelque part, ça l'arrange énormément. D'ailleurs, à ce propos, la semaine dernière, pendant le week-end, l'Iran a dit « Ok, nous ouvrons le détroit d'Ormuz ». Tout à fait. Qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a dit « Moi, je mets en place un blocus ». Alors qu'en fait, il voulait que le détroit soit ouvert. Pourquoi met-il en place un blocus? Ouais. Ça n'a absolument aucun Pas de sens. Ouais. En fait, ce blocus-là est en train de servir ses propres intérêts. Maintenant, si on revient sur les Européens. L'Europe ne produit plus rien. Elle n'a pas de ressources énergétiques. Elle dépend des deux plus grosses plateformes dans le monde, à savoir soit la Russie et les États-Unis, pour ce qui concerne les ressources énergétiques, soit la production, c'est-à-dire la Chine, tout ce qui est consommable. Quel est le bras de levier ou sa capacité diplomatique à pouvoir résoudre ces problèmes? Aucune. Aucune. Tout est dans les mains de l'Iran aujourd'hui. Et si l'Iran décide de continuer à bloquer ce détroit, eh bien, d'ici 3 semaines, l'Union européenne sera sans aucune capacité à pouvoir sourcer les ressources énergétiques. Alors, d'après ce que j'ai pu entendre il y a quelques jours, c'est qu'ils se remettent à racheter du GNL russe, tout en montrant dans les médias que de toute façon, ils veulent absolument se confronter à la Russie et qu'il était hors de question de pouvoir financer l'effort de guerre que la Russie a mis en place, grâce bien sûr au financement par les ventes de pétrole. Donc, c'est un petit peu de la schizophrénie, ce à quoi on assiste aujourd'hui. On a une Union européenne qui, d'un point de vue idéologique, veut montrer qu'elle est forte, qu'elle ne veut pas plier devant Vladimir Poutine en se conformant à l'achat des ressources énergétiques qu'elle produit. Elle se tourne vers les États-Unis qui les vend 4 fois plus cher, qui fait qu'aujourd'hui, les économies européennes constituées sont complètement inefficaces puisqu'elles ne sont pas compétitives. Donc, quel est le biais que l'Union européenne peut utiliser aujourd'hui pour résoudre ses propres problèmes? Je dirais aucune. Et en plus de ça, en regard de leur velléité géopolitique et politique pour pouvoir constituer cette fédéralisation, eh bien, ça ne va aller nulle part. D'une part parce que l'Europe est ruinée, mais d'autre part parce qu'elle n'a pas les ressources énergétiques pour supporter un effort de guerre. J'imagine bien que s'ils s'amusaient à envoyer des soldats en Ukraine, Vladimir Poutine couperait le robinet et ça s'arrêterait là. Ce que je suis en train de constater aujourd'hui, c'est que l'Union européenne vit ses dernières heures. D'ici 3 semaines, nous n'aurons plus aucune ressource énergétique. La Russie et la Chine étant un support de l'Iran, j'imagine bien que derrière, la Russie dise à l'Iran, essayez de tenir bon de telle manière à ce qu'on puisse mettre l'Europe à genoux. C'est la façon dont je le vois venir. Et de toute façon, si on fait un comparatif entre l'Union européenne d'associer avec Thierry, on va peut-être revenir sur ce plateau avant que la liaison soit rétablie avec lui. Alors, ce qu'il dit sur sa chute, Fraudo, il dit si d'ici 3 semaines rien n'a fait techniquement, s'il n'y a pas une position claire, une orientation diplomatique et politique assez pragmatique de la part de l'Union européenne, on risquerait de traverser une période des plis sensibles en termes de crise économique. Mais la question, elle reste demain. Est-ce que l'Union européenne prend conscience véritablement de ce qu'elle doit peut-être sortir, doit véritablement rentrer dans une forme de pragmatisme politique à l'effet de peut-être de tenter la face pour éviter effectivement d'être emporté par la vague?
Oui, il faut dire que déjà l'Union européenne entreprend des démarches. Docteur, je voudrais Oui. vous permettre que Thierry puisse aller jusqu'au bout de son analyse avant qu'on ne vous retrouve sur cette question. Thierry, un petit moment de flottement. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Vous étiez en train d'alerter sur une véritable crise qui pourrait traverser toute l'Union européenne si jamais il n'y a pas une forme de pragmatisme politique. J'y arrive finalement. Qui est à la tête des différents États? Vous avez Macron, Stammer, Merz qui vient du World Economic Forum et qui a travaillé pour BlackRock. Tous ces gens-là sont alignés sur un modèle idéologique qui veut que la Russie doit tomber. Et ces gens-là n'arrivent à survivre que parce que ils essayent de s'opposer à la Russie. Thierry, et tout ce... Thierry, est-ce qu'il m'entend, Thierry? Oui, Thierry, politique, Thierry, à la sortie, va s'effondrer pour une raison suivante, c'est que nos économies vont s'effondrer. C'est pas si monsieur, mais oui, la question était celle de savoir est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne, est-ce que la question de la chute de Poutine est davantage à l'ordre du jour aujourd'hui au sein de l'Union européenne, puisqu'il est clair que on a clairement évolué entre-temps et qu'il est plutôt urgent aujourd'hui à l'Union européenne de pouvoir véritablement réussir notamment à traverser cette véritable zone de turbulence politique et même économique qu'elle connaît actuellement. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai entendu un mot tous les 5. Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Parce que là, alors, tout à l'heure, vous semblez nous dire effectivement que l'Union européenne est beaucoup plus intéressée à la chute du régime de Vladimir Poutine. Et alors, moi, je vous relancer sur la question, l'effet de savoir, est-ce que cette démarche, est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? C'est d'autant plus que plus de 4 ans, 5 ans après le déclenchement de cette opération militaire spéciale, on se rend véritablement compte que oui, la Russie a réussi véritablement à tenir malgré notamment ces difficultés. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne, par contre, traverse une zone de turbulence qui, lui, serait peut-être fatale si jamais on n'arrive pas à avoir une forme de pragmatisme économique. C'était là, effectivement, la question que je vous renvoyais à l'effet de savoir est-ce que la chute de monsieur Poutine est encore à l'ordre du jour aujourd'hui, au cœur de la politique de l'Union européenne? Ou alors, on est plutôt dans une forme de survie de la part notamment de la politique, de la diplomatie européenne. Alors, est-ce qu'il y a véritablement une diplomatie européenne? Vous vous rappelez de ces rapports-ci qui consiste à porter les chaussures de la personne en face de laquelle vous êtes, de marcher toute la journée pour, à la fin de cette fameuse journée, se retrouver et essayer de trouver un compromis. Parce que à partir du moment où vous portez ces chaussures, vous arrivez à comprendre un petit peu comment il évolue. Il n'y a pas de diplomatie en Europe. Il n'y en a plus. Nous avons affaire à une bande de petits roquets qui essayent de bomber le torse, comme le disait Attal à l'Assemblée nationale, et en essayant de montrer leurs petits muscles, en fait, quand en fait, ils n'en ont pas du tout. Ça, c'est le premier point. Et c'est mon avis personnel. Maintenant, il faut essayer de considérer ce qui est en train de se jouer avec l'Ukraine. L'Union européenne vient d'assigner un budget de 90 milliards de dollars. C'est énorme. C'est absolument colossal. Veut assigner tel budget, c'est que on a une intention. Et cette intention, c'est de continuer ce conflit. De manière que, observer, là, on est en train d'injecter des fonds significatifs et massifs pour pouvoir constituer une armée. Elle est en train de transformer son industrie en industrie de guerre. Vous voyez une société comme Volkswagen qui aujourd'hui ne fabriquera plus de voitures, mais va fabriquer du matériel militaire. Donc, quand on met en place ce type de mécanisme, c'est qu'on a une intention derrière là. Et malheureusement, c'est que ce que ces gens-là
a encore compris en face d'une armée qui est aguerrie, qui sort de 4 années de combat, qui a optimisé la façon dont elle évoluait sur le champ de bataille. Et en plus de ça, ils oublient un petit détail qui peut être fatal, c'est que l'armée russe s'est dotée d'armes extrêmement puissantes, comme par exemple le missile Oreshnik ou le missile Boreshnik. Ce sont des missiles qui ne sont pas interceptables. L'un d'entre eux est capable de changer de direction quand il veut, où il veut, et de choisir ses cibles, de rester en l'air pendant plus de 24 heures. Le deuxième étant un missile qui peut distribuer par des véhicules réentrants 6 véhicules réentrants, 6 têtes explosives, soit nucléaires, soit pas, et ils ont la capacité d'annihiler littéralement toutes nos défenses et toute notre capacité à pouvoir attaquer cet État-là en moins de 9 minutes. Donc, essayer de déclencher un conflit avec la Russie en regard de leur capacité militaire, c'est un véritable suicide. Et je ne vois en aucun cas une volonté quelconque de pouvoir discuter avec Vladimir Poutine pour pouvoir résoudre ce fameux conflit. D'accord. Merci à vous. Docteur, je retrouve sur ce point. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais souligner quelque chose, c'est que j'ai rencontré plusieurs fois l'année dernière un ministre de Vladimir Poutine. J'ai passé plusieurs heures avec lui dans son bureau. Et ce à quoi j'ai conclu, c'est que il n'y a plus de confiance établie. Il a été explicite à ce propos. Il m'a dit, nous n'avons plus confiance. Et quand on veut résoudre véritablement un conflit de ce type, la première des choses qu'il faut mettre en place, c'est un état de fait qui amène à un niveau de confiance qui permet une négociation. Mais pour ça, il faut établir un dialogue qui soit équilibré et qui considère que la sécurité européenne passe par l'intégration de la sécurité russe, comme le fait les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis accepteraient que la Russie vienne installer une base de missiles ICBM? Mais ça n'arriverait jamais. J'ai eu une discussion avec un ancien général américain, McInerney, qui me disait, nous, c'est très simple, on n'accepterait jamais que la Russie puisse installer une base de missiles dans nos alentours. C'est ce qui a mené d'ailleurs à la crise de Cuba dans les années 60. Vous voyez? Eh bien, quand on construit un bilatéral équilibré, la première des choses qu'il faut considérer, c'est que ce qui est bon pour le voisin, c'est aussi bon pour soi-même. Et ce qui n'est pas bon pour le voisin, ce n'est pas bon pour soi. Donc, comme on a affaire à des gens qui sont incapables de dialogue, incapables de compréhension des équilibres stratégiques, eh bien, on en arrive à une confrontation qui pourrait devenir extrêmement dangereuse. Merci. Merci à vous, Thierry. Docteur, convoquons davantage avec vous ces divergences observées sur ces différents fronts de guerre. Alors, ces différences, de votre point de vue, docteur Essoussé, traduisent-elles une véritable, d'abord, faiblesse de l'Union européenne ou alors une forme d'adaptation de cette UE à un monde devenu clairement multipolaire et qui s'impose clairement à tous? Déjà, premièrement, une faiblesse de l'Union européenne, parce qu'il faut dire que l'Union européenne n'a jamais été forte. Ça, il faut le dire, parce que quand vous prenez depuis la Première Guerre mondiale que se sont constitués ces blocs-là, avec la mise sur pied de la SDN, et puis ils se sont confrontés davantage après la Deuxième Guerre mondiale par les Nations Unies. Il faut dire que l'Union européenne n'a jamais été cette force. Ce qui avait toujours fait les forces, n'est-ce pas, d'antan, c'est les États-Unis d'Amérique, parce que c'est eux qui s'asseyaient sur la table et pouvaient attribuer les rôles de chacun. Tout ce qu'ils avaient en commun, c'est-à-dire l'OTAN et bien d'autres organisations, vous verrez que le principal financeur était les États-Unis. Absolument. Raison pour laquelle lorsque Trump arrive au pouvoir et qu'il annonce être pour le monde multipolaire,
qu'il annonce ses couleurs qui sont contre le deep state américain. Nous autres avions ri parce qu'on se demandait comment est-ce qu'il va réussir à faire cela. Mais vous verrez que Monsieur Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il va fragiliser d'abord ce bloc-là. C'est-à-dire que les États-Unis et ses alliés de l'Union européenne en retirant, n'est-ce pas, des financements américains dans tout. Vous voyez que à partir du moment où il retire les financements américains de tout ce bloc-là, alors l'Union européenne va commencer à subir énormément, et à partir de l'instant où va déclencher, n'est-ce pas, ce conflit russo-ukrainien, l'Union européenne va croire en toutes les manières à son allié, n'est-ce pas, à sa mamelle nourricière, les États-Unis, que patatras, ce n'est plus le cas. Et directement, on va voir, n'est-ce pas, se détacher complètement de l'Union européenne. Et, en fait, chacun va prêcher pour sa chapelle, parce que je l'ai rappelé dans ma première prise de parole, et je dis, c'est un fondamental. En relation internationale, ce ne sont que les intérêts. Chacun vient s'y greffer parce qu'il a un intérêt individuel ou un intérêt de masse qui permet, n'est-ce pas, de soutenir ou alors de garder sa position individuelle. À partir du moment où l'intérêt de masse contribue, n'est-ce pas, à dégrader votre position, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous retirer, et c'est ce qui se passe lamentablement aujourd'hui. Cette Union européenne, donc, affaiblie, s'est dit qu'il gagnerait en allant en cavalier solitaire. C'est-à-dire que... Mais là encore, cavalier solitaire, est-ce qu'on a une nette visibilité de la démarche de l'UE, puisque on va dire quoi, les têtes de file de ceux qui se présenteraient comme étant des têtes de file, on n'a pas l'impression qu'ils sont totalement mouillés dans cette dynamique-là. On parle du Royaume-Uni qui joue un tout petit peu à la politique de l'autruche. Un coup, on veut véritablement notre indépendance. Un autre coup, on est rattrapé par notre très grande dépendance aux parrains américains. C'est pareil pour la Grande-Bretagne, c'est pareil pour l'Allemagne et peut-être aussi pour la France et bien d'autres puissances européennes aujourd'hui. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, ils se retrouvent face à leur propre sort et ils peinent à se prononcer ouvertement, mais certains, face à la guerre, n'est-ce pas, américaine contre l'Iran, certains se sont prononcés face à l'appel de Trump. Ils ont dit niet, n'est-ce pas? Alors, mais aujourd'hui, affirmer une position ouverte est dangereuse pour eux, ça il faut le dire, parce que j'ai dit depuis la nuit des temps, ils ont... Qu'est-ce qui est plus dangereux, affirmer véritablement sa volonté d'émancipation ou alors continuer à rester sous le giron allemand? Par contre, ce giron allemand ne vous profite en rien si ce n'est de détruire une économie déjà assez fébrile. Je voulais arriver. Ils ne vont pas continuer à rester. Aujourd'hui, ils sont juste en train de faire de la politique un peu de l'autruche, c'est-à-dire un peu de prudence. C'est-à-dire, on s'est dit, on ne peut pas dire complètement non, n'est-ce pas, à notre ancien allié qui nous tient. Il nous tient partout, il faut le dire, parce que tous dépendent encore du deep state américain. Tout dépend encore des institutions de Bretton Woods. Il faut le dire. Alors, quitter de là ouvertement serait en train, n'est-ce pas, de célébrer notre enterrement brutalement. Ça, il faut être clair, et même sur le plan militaire. Alors, quand vous les citez nommément, en prenant par exemple la Grande-Bretagne, n'oubliez pas que la Grande-Bretagne sur le plan militaire, dans tous les cas, vous avez vu un peu la moquerie de Trump dernièrement, parlant de son arsenal militaire, de sa marine, sa flotte marine. Donald Trump a qualifié ça, pour faire simple, d'une flotte de pêche. C'était pas une flotte militaire. Alors, quand vous regardez donc, vous voyez jusqu'à quel niveau on peut humilier un État comme celui-là et continuer à rester. Il s'est dit qu'il y a d'autres enjeux plus. Et ces enjeux sont déjà économiques. Toutes leurs bouts sont tenus par les Américains. Et sur le plan militaire, ils sont tenus par les Américains. Mais ils sont plutôt aujourd'hui en observation. Se dit que l'avantage que les offre le monde multipolaire, c'est qu'ils peuvent aller renégocier. Maintenant, comment faire avec quelqu'un que vous avez combattu hier? C'est pour ça que je vous ai dit, les paroles de Macron étaient très sages, parlant de la Russie, disant qu'ils pensent qu'il est temps pour eux de repartir vers la Russie. Giorgia Meloni l'a également reconnu. Effectivement. Et de parler tête à tête avec la Russie, puisque ce que les offre aujourd'hui le monde multipolaire, il faut le dire, le monde multipolaire aujourd'hui offre la reconfiguration
complètement économique, politique, socio-culturel du monde entier. Et vous savez que les nouveaux pôles, n'est-ce pas, se sont fixés. Alors, il faut se dire, se prononcer ouvertement pour ces nouveaux pôles, c'est aussi une honte. Ça, il faut le dire. Mais, je dis, étant dans ce jeu qui semble être dangereux pour eux, parce que c'est un jeu, on ne sait pas si on va vers temps, avec notre ancien allié qui passe le temps à nous insulter. N'oublions pas que si nous prenons la France, vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il fallait reconstruire et construire, vous savez que l'Allemagne avait refusé que la France s'asseye. L'Allemagne avait refusé que la France ne pouvait pas s'asseoir. Il a fallu que la France aille derrière voir la Russie pour dire que vraiment, aidez-moi, c'est la Russie qui réussit à convaincre à ce que la France s'asseye. La France n'entrait pas dans le concept, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de veto. Donc, c'est la Russie qui va imposer. Et aujourd'hui, vous verrez donc que cette France-là doit tout, n'est-ce pas, aux États-Unis qui ont accepté, qui ont validé et qui les hébergent jusqu'à aujourd'hui. Et même d'une part, quand Macron vous dit il faut rentrer, parler avec Poutine, c'est parce que quelque part, il sait. Et vous savez que la Russie avait dit cela. La Russie, par son ministre, avait dit que la France n'a même pas le droit de parler parce que c'est eux qui ont sauvé la France de l'envahissement nazi. Donc, je veux dire que le jeu qu'ils font semble être dangereux parce que à un moment dans la vie, vous le savez, on ne peut pas être tiède. Il faut être soit froid, soit bouillant. Donc, il faut choisir son camp parce que plus vous le faites, plus ça joue en votre défaveur. Alors, si donc on part de cette configuration-là, soit ils vont continuer à rester avec leur ancien allié, Dieu, les États-Unis, et accepter se faire humilier ou accepter les conditions, parce que au stade où nous sommes, avec la gifle qu'ils ont servi à cet allié face à l'Iran, à l'appel de l'ouverture du détroit d'Ormuz, alors il faut dire que rentrer avec cet allié à Miami sera dangereux. Surtout que Trump, il est revanchard. Il a dit, vous n'êtes pas venu à mon secours. Eh bien, j'en prends note et peut-être, forcément, il vous attend. Non, il est rancunier. Et non seulement il est rancunier, vous savez que Trump est instable. Il est très instable. C'est-à-dire que, mais si il est allé jusqu'à faire de l'humour, pliant le coup de poing, c'est comme ça que Madame Macron gifle. Vous voyez, si un chef d'État peut arriver jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire une bassesse, parce que sur le plan, la communication, sur le plan de la courtoisie diplomatique, on ne sait pas d'où lui viennent ces histoires-là. Alors, il est capable de tout aujourd'hui. Il est capable de mettre tout au grand jour. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas quelle alchimie ils vont trouver pour se faire pardonner, parce que Trump, pour le moment, il a encore 4 ans à la tête. En espérant qu'il n'y ait pas une forme de cohabitation sur le plan au minima lors des élections sur le plan normatif. Maintenant, espérant que rien ne survienne. Parce qu'avec cohabitation, même la destitution. Oui, peut-être destitution, peut-être c'est une possibilité extrême. Moi, je veux rester au juste milieu, c'est-à-dire une cohabitation au niveau du Congrès, qui va certainement affaiblir ses pouvoirs, même s'il garde le fauteuil présidentiel. Non, vous savez qu'à ce niveau-là, Trump présentement est capable de tout. C'est quelqu'un qui est capable. On avait consulté le Congrès après coup sur le cas de. Mais vous avez vu répondre aux démocrates et consorts. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de tout, puisque dans son propre parti, les républicains, il y a ceux qui sont contre lui. Il a adressé. Donc, vous voyez, un monsieur qui prend la parole s'adresse au Saint-Père, au pape, comme si... Donc, c'est quelqu'un qui est imprévisible aujourd'hui. On dira qu'il est évangélique, donc forcément, il n'a peut-être pas une proximité spirituelle. C'est vrai que avec l'Église catholique. Je suis d'accord, mais pour ceux qui ont une petite éducation, n'est-ce pas, chrétienne, ils savent que tout cela, nous tous, nous ne sommes pas tous de l'obédience papale, mais nous avons un respect pour tous ceux-là qui prêchent, n'est-ce pas, le nom de Dieu. Donc, vous voyez quelqu'un donc qui le fait sans oublier que la personne à qui il le fait est aussi autant un chef d'État. Donc, moi, je veux dire que quand vous voyez les attitudes de Trump, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, même au niveau des Nations Unies, il peut avoir un rééquilibrage au niveau du Congrès américain après ces élections-là, qui vous dit qu'ils ne reconnaissent pas ça, il active autre chose et puis ce qui advient. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de tout. On ne le contrôle plus. Alors, je vois mal dans cette rancune exacerbée de monsieur Trump, c'est comment est-ce que ces derniers se feront pardonner par Trump. Maintenant, l'autre issue,
c'est de rentrer vers le bloc qu'ils ont détesté hier. Et Le bloc de l'Est. effectivement, moi je dis, on dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est vrai qu'à ce niveau de diplomatie, c'est difficile parce que là-bas, on ne va pas les accepter comme si c'est des enfants de cœur. On va les soumettre à beaucoup d'autres choses qui Ce contribueraient serait une forme de négation de la part même en tout cas, de l'idéologie qui a sous-tendu la politique occidentale jusqu'à ce jour. Ce serait un véritable cataclysme politique. Effectivement, mais il doit y avoir cataclysme, ne l'oubliez pas, parce que j'ai toujours dit, après que vous avez atteint le pic de votre apogée, c'est le déclin. Il n'y a pas un bloc qui est resté éternellement en haut dans le monde, n'est-ce pas? C'est la chute de ce bloc de l'Ouest aujourd'hui, le bloc du Nord, c'est la chute. Et aujourd'hui, je pense que c'est la montée du bloc de l'Est. Ça, nul ne peut le contester. On monte, on descend, on sera obligé de faire avec eux. Si on refuse de faire avec eux, il arrivera donc le mécanisme qui permet à ce qu'ils s'imposent par la force, qui est une guerre ouverte. Et vous savez que les autres se sont imposés par une guerre ouverte. Et dès que la guerre sera ouverte, c'est celui qui gagne la guerre qui définit la politique et les autres sont obligés de s'aligner. Alors, si on veut éviter ce mécanisme, n'est-ce pas, militaire, il faut procéder par les mécanismes diplomatiques qui amènent ceux aujourd'hui dont nous sommes en train de parler à reconnaître la puissance, la force des autres et voir comment ils peuvent négocier leur entrée au détriment, n'est-ce pas, de leur ancien maître. Parce que arrivé à un niveau, ce n'est pas l'ancien maître qui pose problème, c'est celui qui a la tête de ce bloc-là qui pose problème aujourd'hui. Il est tellement instable que personne ne veut faire une amitié. Vous pensez qu'après Trump, il y aura une politique beaucoup plus flexible des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne? Je pense que après Trump aujourd'hui, il pourrait avoir, parce que puisque beaucoup pensaient que Joe Biden avait une politique beaucoup plus sévère. Mais après Biden, il y a beaucoup qui croient dire comme faire qu'on aurait mieux, eu affaire à Joe Biden parce que vous savez Trump effectivement, le problème de Trump aujourd'hui a fait tomber le mythe américain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect. Et vous savez que les Américains sont très jaloux de cette histoire depuis leur éducation. C'est-à-dire dès le bas âge, on a formé l'homme américain à se considérer comme l'homme le plus puissant dans le monde. C'est l'homme qui décide. Mais aujourd'hui que ce n'est plus la même chose. Alors on s'est dit que avoir un monsieur comme Trump qui contribue à ternir notre image ou avoir une autre personne qui peut être, c'est-à-dire que la même politique, et ça Charlie l'a dit, il faut dire que la politique américaine, il a dit, je suis porté par deux personnes, qu'on soit chez les républicains ou les démocrates, c'est les deep states qui tiennent et les deep states contribuent, n'est-ce pas, à annexer le monde et à garder, n'est-ce pas, le tandem américain très haut. Mais il faut dire, on préfère avoir quelqu'un qui est plus doux, qui est diplomate et qui aide, n'est-ce pas, à garder, n'est-ce pas, cet honneur américain que de quelqu'un comme Trump qui va partout et finalement on ne sait pas où il va. Merci. Donc moi je dis, ceux-là aujourd'hui donc sont pris dans ce chemin-là et aujourd'hui quand on regarde sur le plan politique, l'Europe est complètement, les politiques européennes sont au sol. Quand on regarde sur le plan économique, c'est même complètement délabré. Et on n'a que quelques qui peuvent sortir. L'Allemagne qui essaie encore de sauver, n'est-ce pas, la face. La France même, c'est grave parce que en même temps, il y a un autre front, vous connaissez, en Afrique. Les Africains qui permettaient à la France sur le plan économique, regardez, sont en train de crier, sont en train d'ouvrir les yeux et sont en train de partir. Donc, ça devient dangereux pour elle. Donc, elle, je ne sais même plus par quel mécanisme elle va essayer de sauver la face. Merci à vous, docteur. Charlie, je vous retrouve. Est-ce qu'il est possible, et tout à l'heure, docteur Essoussé a bien fait de rappeler sur ce plateau, eh bien, le mécontentement de Trump au sujet de la démarche de l'UE, quand il fallait véritablement mettre sur pied une coalition internationale à l'effet d'aller véritablement ouvrir le détroit d'Ormuz, il a dit clairement que nous avons eu besoin de vous, vous n'êtes pas venu à notre secours. Eh bien, les États-Unis d'Amérique prennent acte de cela et il est clair que pour Trump, désormais, on est dans une véritable démarche de bras de fer, peut-être avec l'Union européenne. Du moins, ce n'est plus l'amour parfait. Est-ce qu'il est possible, et là, c'est la réflexion que je voudrais que l'on puisse poser, qu'il y a aujourd'hui, vu le contexte géopolitique mondial, une relation d'amour parfait entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne? Si c'est pas le cas, quelle démarche doit désormais adopter l'Union européenne pour tenter de sauver, et le docteur l'a dit sur ce plateau, tenter de sauver les meubles?
Bien, déjà, il faut préciser que la réaction européenne a été la conséquence justement des agissements de Trump depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Parce qu'il faut jamais retirer à l'esprit que une fois arrivé à la Maison-Blanche, Trump a brillé par une politique totalement hostile envers l'Union européenne. Il a commencé avec les barrières douanières qu'il avait multipliées par 5, par 10 sur des critères dont personne clairement ne peut vous dire lesquels. Il est allé plus loin dans cette provocation en faisant savoir à ses anciens alliés, ou du moins à ses vassaux européens, comme quoi il attendait se retirer du conflit russo-ukrainien et que c'était un problème européen et il revenait aux Européens de le régler parce que les États-Unis, semble-t-il pour lui, avaient déjà assez beaucoup donné dans le cadre de ce conflit. Il a encore poussé le bouchon plus loin lorsque le même Donald Trump a commencé à s'attaquer de manière personnelle à cette organisation qu'est l'Alliance du traité Atlantique Nord, à savoir l'OTAN. Il a rappelé aux États européens comme quoi si on ne pas assez pour leur défense. Donc, c'était les États-Unis à eux seuls qui assuraient la défense européenne. Et donc, pour ce faire, les États européens devraient revoir leur participation à cette défense collective. Il est allé même encore beaucoup plus loin en élevant justement cette participation à hauteur de 5%. Je rappelle que la participation, je crois, elle était de 3%, quelque chose comme ça, 2,5 ou 3%. Et que même dans 2,3%, il y avait encore des États européens qui n'arrivaient pas à verser ce quota, mais malgré cela, Trump a décidé de monter jusqu'à 5%. Il a des soucis avec Charlie qu'on va peut-être retrouver effectivement dans un court instant. Moi, il essayait de nous... ouais. Oui, Charlie, on a été momentanément interrompu. Ouais. Oui, donc, il disait qu'il a poursuivi le contentieux en allant jusqu'à rappeler que s'il n'y a jamais un État européen était agressé, eh bien, les États-Unis n'entendaient pas respecter le chapitre 5 de cette organisation qui prévoit justement que si l'un des membres est attaqué, eh bien, c'est l'ensemble justement de l'organisation, des États membres de l'organisation qui entrent en guerre. Donald Trump est allé même jusqu'à remettre en cause justement cet article de ce traité. Et donc, vous voyez très clairement comment il y a un précédent qui a poussé les États européens à effectivement renvoyer la censure à Donald Trump. Hier, nous avons eu besoin de toi, tu nous as régné à Mondovision. Aujourd'hui, tu as besoin de nous, et bien nous aussi, on te règne à Mondovision. Donc, c'est de bonne guerre. Mais maintenant, il faut bien le rappeler. J'insiste encore sur le fait que les États européens ne sont pas des alliés américains, ce sont des vassaux. Ce sont des vassaux. Ce sont des vassaux en ce sens où regardez un peu l'animation politique, l'animation économique, l'animation culturelle, l'animation médiatique même européenne. Vous voyez que les États-Unis ont eux-mêmes misé sur l'Europe. C'est-à-dire que, en réalité, l'Europe aujourd'hui, c'est maintenant que l'élite européenne se rend compte de cette vassalité de leur continent vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. L'Europe est tellement dépendante des États-Unis d'Amérique. Sur le plan sécuritaire, l'OTAN aujourd'hui est fortement dépendant de l'armée américaine. C'est l'armée américaine aujourd'hui qui assure la sécurité des États européens, d'où l'urgence de réarmer l'Europe avec ces 800 milliards d'euros qui sont en train d'être mis sur la table par la Commission européenne.
c'est simplement parce que l'Europe s'est rendue compte justement de cette faiblesse, de cette défaillance stratégique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas dans le monde aujourd'hui parler fort si vous ne détenez pas un minimum de moyens de dissuasion. Or, vous vous rendez compte très clairement que l'Europe n'a pratiquement pas de défense. La plupart des États européens aujourd'hui sont des bases avancées américaines. Les États-Unis ont des déploiements tactiques nucléaires un peu partout sur ces bases militaires européennes. À côté de cela, vous vous rendez compte également que au niveau politique, la plupart justement des lobbies, la plupart, je veux dire quoi, des embryons, c'est-à-dire des systèmes embryonnaires qui forment, qui pensent et qui produisent l'élite politique européenne aujourd'hui, elle est financée par les fonds d'investissement américains, elle est financée par les lobbying américains. Et vous remarquerez que la plupart des élites politiques européennes aujourd'hui, je crois que c'est Thierry Laurent Pellet qui le rappelait tout à l'heure, sont des fabrications de ce système-là. Vous faites donc comment? Prenez la plupart des élites européennes américaines, que ce soit Merz, en passant par Emmanuel Macron, jusqu'à Keir Starmer, nous savons aujourd'hui d'où est-ce que ces gens-là proviennent, qui justement ont participé à leur ascension politique au point qu'ils arrivent aujourd'hui au pouvoir du côté américain, au pouvoir du côté justement européen. Vous prenez même les médias. Vous voyez que les médias aujourd'hui sont majoritairement contrôlés par ces fonds d'investissement américains qui financent énormément les médias européens. Prenez même le high-tech. La plupart aujourd'hui des biens de consommation américains, c'est-à-dire des pratiques quotidiennes de consommation américaines, pardon, européennes, sont contrôlées par les États-Unis d'Amérique. Vous faites comment aujourd'hui si les États-Unis détachent l'Europe de la Visa Card? L'Europe fait comment si les États-Unis d'Amérique détachent l'Europe du système SWIFT? Les Européens font comment aujourd'hui si les États-Unis leur retirent justement de leur système de renseignement qu'ils ont mis en place? Je crois qu'il y a un système là qui s'appelle le FAF, ICE, il y a bien d'autres réseaux comme ça. Les Européens aujourd'hui sont tenus par les Américains. C'est-à-dire que c'est même pas une question je veux dire quoi, de rapport de force. Il n'y a aucun rapport de force entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et c'est malheureusement ce que l'élite européenne est en train de constater aujourd'hui amèrement. D'où vous voyez ce sursaut d'orgueil, vous voyez qu'on est en train de vouloir fouiller de l'argent un peu partout pour essayer de réinvestir dans ce qui peut être sauvé. On réinvestit dans la défense, on essaie de réinvestir dans l'économie, dans le high-tech, on essaie de mettre ensemble les entreprises européennes afin que ceux-ci arrivent à concurrencer les entreprises américaines et asiatiques. L'Europe est dépassée aujourd'hui, ça il faut le dire, l'Europe est dépassée. L'Europe est dépassée. L'Europe fait comment si les États-Unis les retirent demain de leur système SWIFT? Est-ce qu'il y a un modèle alternatif? Il n'y en a pas. Les Européens font comment aujourd'hui si les Américains leur coupent le réseau Internet? Est-ce qu'il y a un système alternatif? Il n'y en a pas. Contrairement, par exemple, au bloc asiatique, où ils ont développé un système alternatif aux Suisses, qui s'appelle le CIPS, le CIPS. Contrairement, par exemple, à la Russie, qui a développé un système alternatif à Internet, à savoir le RusNet. L'Europe fait comment aujourd'hui si les Américains détachent justement les États européens de ce levier qui est contrôlé par les États-Unis d'Amérique? Donc, il n'y a pas question de rapport de force. C'est une question de maître à esclave. C'est un rapport de souverain à vassaux. Donc, les Européens aujourd'hui n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de négocier, comme le rappelait tout à l'heure le docteur Ressoussé, de négocier justement dans l'optique justement de se préparer également à devenir fort demain. Parce que pour l'instant, ils sont les faits, malheureusement, à ce jeu-là. Ils sont les faits. Ils subissent aujourd'hui le contrôle que les États-Unis d'Amérique ont au niveau justement d'un ensemble de plans et de domaines de souveraineté européenne. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour répondre à votre question, premièrement, c'est de mettre en avant la négociation. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils sont en train de le découvrir à leur départ. Ils se retrouvent au milieu d'une guerre des géants. Et vous aurez remarqué d'ailleurs la démarche espagnole. Vous aurez vu que le Premier ministre espagnol, se rendant compte de cette réalité, est en train de se
redéployer justement vers la Chine. On a vu comment il a été reçu en grande pompe du côté de la Chine, un ensemble d'accords, de partenariats commerciaux, stratégiques, économiques ont été signés. Ça montre ce qu'il faut faire aujourd'hui. L'Espagne est en train de donner la direction à suivre aux autres États européens qui sont en train de traîner le pas. C'est tout ce qui manque aujourd'hui à l'Europe. Il faut négocier. Il faut négocier pourquoi? Parce que l'ancien maître d'hier est en train d'évoluer vers une dynamique de sacrification justement d'une entité qu'il contrôlait pour tenter de se repositionner au niveau de la donne géopolitique internationale. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Les Européens sont en train d'être sacrifiés à l'autel justement de la géopolitique internationale parce que les États-Unis savent très pertinemment que la guerre de demain va se jouer entre elles, États-Unis d'Amérique, et bien sûr l'alliance sino-russe. Et pour cela, il faut maintenir son emprise sur l'Europe. Et donc, on insiste à ce qu'on est en train d'assister. L'Europe doit aujourd'hui tenter effectivement de tirer son épingle effectivement du jeu, un peu comme je l'ai préconisé dans certains articles que j'ai rédigés concernant les États africains. La donne géopolitique est en train de changer. C'est soit vous, à travers des mécanismes diplomatiques, essayez ou tentez de tirer votre épingle du jeu, soit vous subissez. Et quand on parle de subir, il faut dire très clairement que ce qui fait le cacao fait le café, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire ce que l'Europe a utilisé hier pour assujettir les autres peuples à travers le monde, parmi lesquels les États africains, il n'est pas exclu que si la diplomatie ne fonctionne pas, eh bien, les nouveaux pôles d'influence géopolitique qui sont en train de se créer, le basculement géopolitique qui est en train de se faire de l'ouest à l'est va contraindre justement les puissances de l'est à utiliser les moyens, au besoin les moyens militaires, à soumettre justement les États européens. Alors, pour que nous n'arrivions pas à cet état de fait, il faut négocier. Et c'est là où la posture, ou du moins la démarche espagnole, me semble être très intéressante. L'Espagne sait pertinemment que le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, où les États-Unis sont en train de resserrer les cartes, on vit un certain protectionnisme américain, on vit une volonté manifeste américaine à couler l'économie européenne. Eh bien, quelle est l'alternative qui reste à l'Europe? C'est la Chine. Non seulement c'est un grand marché de consommation, mais il faut également rappeler que c'est un pays qui a une idéologie commerciale, c'est-à-dire que la Chine n'est pas dans une logique va-t-en-guerre. La Chine n'est pas dans une logique de domination. La Chine est dans une logique de faire du commerce, à partir du moment où cela est gagnant-gagnant pour eux. Et donc, participe à l'émancipation de leur projet de la route de la soie. Voilà où aujourd'hui les États européens devraient effectivement travailler. Indépendamment de ça, il y a également il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. C'est celui de revoir, je veux dire quoi, son partenariat et même sa vision stratégique vis-à-vis des États africains. Parce que je rappelle encore aujourd'hui, les économies de demain, ou du moins ceux qui veulent exister dans l'économie de demain, obligatoirement devront être amis avec l'Afrique. Parce qu'on se rend bien compte que la plupart des États à l'échelle internationale sont en train de pratiquer un certain protectionnisme en termes de minéraux stratégiques dont ils disposent. On sait aujourd'hui que la plupart des minéraux stratégiques, que ce soit dans le domaine militaire, sont contrôlés, ou du moins la Chine contrôle, que ce soit les voies d'exploration et même les circuits maritimes, la Chine les contrôle, et même les circuits justement de transformation, la Chine les contrôle à pratiquement 90%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les États-Unis même voudraient continuer à faire la guerre en Irak, eh bien, les États-Unis ont besoin de la Chine parce que la matière première nécessaire à la production d'armes et de munitions américaines, eh bien, c'est la Chine qui détient cela. Et donc, vous verrez très clairement que la Chine également, dans son alliance stratégique avec les BRICS, tels que l'Iran et la Fédération de Russie, ils sont en train de pratiquer une forme de protectionnisme. D'ailleurs, vous avez rappelé tout à l'heure qu'à partir du 1er mai, la Russie entend bloquer justement l'oléoduc, je crois le gazoduc, Druzhba, qui jusqu'alors encore amenait le pétrole et le gaz russe depuis au Kazakhstan. Au Kazakhstan pour l'Allemagne. Jusqu'à un certain nombre de pays européens, parmi lesquels la Hongrie. Et donc, vous voyez très clairement qu'il y a une dynamique de protectionnisme aujourd'hui qui est observée au niveau de l'Est. Alors, qu'est-ce qui reste donc à l'Ouest? Eh bien, ce qui est resté, c'est l'Afrique. On sait aujourd'hui que l'Afrique détient 30% des ressources naturelles connues à l'échelle internationale. Or, dans le commerce international, l'Afrique pèse pour à peine 2%. Pourquoi?
simplement parce que les gens ont voulu continuer à faire de l'Afrique le creuset de matières premières pour alimenter les industries européennes et donc occidentales, et donc continuer de faire vivre cet Occident-là, qui brille justement par une volonté de domination envers les États africains. Or, il y a une nouvelle réalité en Afrique aujourd'hui, c'est que il y a une classe montante de jeunes Africains qui n'entendent plus vivre, ou du moins obéir à ce paradigme-là. Et c'est la raison pour laquelle vous observerez que de plus en plus d'États sont en train de se détacher justement de leurs anciennes alliances traditionnelles qu'ils avaient avec l'Occident pour se rapprocher justement de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, simplement parce que l'Europe, ou du moins l'Occident, est resté dans cet esprit de paternalisme, dans cet esprit de domination, d'assujettissement vis-à-vis des États africains. Or, aujourd'hui, la réalité dans laquelle se trouve l'Europe, l'Occident, il est impératif aujourd'hui pour l'Europe de revoir sa vision, de revoir sa stratégie vis-à-vis des États africains. Parce que, effectivement, les matières premières, les minéraux stratégiques dont ils ont besoin pour justement se refaire sur le plan stratégique, sur le plan militaire, eh bien, ça se trouve en Afrique. Mais comment doit avoir accès à ces minéraux si aujourd'hui il y a une relation de confiance, il y a une relation aujourd'hui entachée par des faits historiques qui font en sorte qu'il est difficile aujourd'hui pour l'Europe, pour la France particulièrement, de pouvoir avoir accès à ces matières-là, le cas du Niger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut négocier, l'heure est à la diplomatie. Les États européens doivent revoir leur stratégie envers le monde, ils doivent redéfinir leur diplomatie vis-à-vis des États de l'Est, mais également repenser leur vision stratégique et même leur regard vis-à-vis des États africains. Si ce n'est le cas, eh bien, je peux vous dire qu'entre cette bataille des titans, à savoir les États-Unis d'Amérique et l'alliance russo-chinoise, eh bien, c'est l'Europe qui va en pâtir parce que ce qu'ils ne vont pas pouvoir obtenir par la diplomatie, eh bien, ils peuvent être sûrs que les autres vont les contraindre par la force. À vous, cher ami Charlie Keigné, Thierry Laurent, je vous donne la parole, et quand on écoute les uns les autres, on a envie de croire désormais que, eh bien, l'Europe est clairement à la croisée des chemins. Quelle issue donc pour cette Europe-là, peut-être finalement prise en tenaille, par plusieurs feux, les feux économiques et même géopolitiques, qui l'obligera peut-être aujourd'hui à sortir de cette politique de l'autruche? Alors, je vais citer un de mes amis, Monsieur Bernard Monod, qui est un banquier executive vice president et qui a été conseiller économique de Marine Le Pen, qui a d'ailleurs quitté le parti de Marine Le Pen parce qu'il estimait que de toute façon, non seulement il n'écoutait pas, mais en plus elle ne comprenait pas les aspects économiques qui permettaient à un pays de pouvoir soutenir. Alors, Bernard me disait un jour, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est sortir de la Commission européenne, puisque on a affaire à des gens qui sont non élus, qui sont incapables, et très puissants, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des pays européens, puisque toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à présent ont été mises en place pour favoriser l'Allemagne. Et je voudrais d'ailleurs parler de ce qui s'est passé à propos de l'électricité, dont le prix a été indexé sur le prix du gaz. Et aujourd'hui, on regarde le prix du gaz, vous imaginez ce que l'électricité nous coûte. Il faudrait mettre en place, en fait, une structure pragmatique qui permette de favoriser des projets d'infrastructure, que chacun pays puisse défendre ses propres intérêts, parce que les intérêts économiques d'un pays sont liés à, bien sûr, son tissu industriel et pas au tissu industriel du voisin. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que cette espèce de monstre à cette tête qu'on appelle le Cerbère européen doit être démantelé absolument et complètement repensé. Il doit s'affranchir de la mise en place du contrôle social qu'il essaye de mettre en place, parce que ça ressemble de plus en plus à ce qui s'est passé en URSS et qui n'a absolument aucun sens. Il faut revenir à une forme de pragmatisme qui permet de regarder les relations qu'on doit établir avec les pays étrangers de telle manière à ce qu'on puisse
avoir des échanges économiques équilibrés et qui permettent une certaine diplomatie, comme le disait Charlie. Regardez qui est à la tête de la soi-disant diplomatie européenne. Kaja Kallas, qui est une russophobe complètement hystérique, il faut le dire. Et on ne peut pas établir de relations avec des pays étrangers avec des personnes comme ça, qui de toute façon représente un petit État balte et n'a absolument aucune vision économique, aucune vision stratégique. On a affaire à des gens qui sont des incapables, qui sont des idéologues et qui, en plus de ça, sont corrompus jusqu'aux os. Quand on creuse véritablement au sein de l'Union européenne, on s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements qui sont absolument inacceptables. On vient d'apprendre, par exemple, que quelque chose comme 1,5 trilliard de dollars avait disparu, qui avait été, soi-disant, affecté à l'Ukraine. Comment peut-on perdre une somme pareille? Je me pose des questions. Aujourd'hui, l'Union européenne veut mettre en place le contrôle bancaire total et n'est même pas capable, en fait, de pouvoir contrôler ses propres dépenses. Où est-ce que cette affaire peut mener, à part la dissolution? Je ne vois pas d'autre issue. Pas de production industrielle, plus d'économie, plus de ressources naturelles, plus de ressources énergétiques. Ça ne peut aller que dans le mur. Et d'ailleurs, la crise en Iran, à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est certainement le dernier clou dans le cercueil de l'Union européenne. D'ici 3 semaines, aujourd'hui par exemple, si on prend la France, on a 2000 stations essence qui sont vides. On n'a plus de diesel. Et d'ici 3 semaines, il n'y aura plus de jet fuel pour pouvoir faire fonctionner les avions. Quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à un tel taux de frustration au niveau des populations européennes qui vont se rebeller et ça risque de très très mal se terminer. Donc, si on regarde, et je veux revenir sur ce que disait Charlie à propos de la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Je vois là une opportunité absolument colossale de se rapprocher des BRICS, de telle manière à ce qu'on puisse ouvrir un canal bancaire pour pouvoir utiliser les systèmes qu'ils ont mis en place, à savoir le système milliard russe, qui permet bien sûr d'échanger sans que on soit bloqué et qu'on soit susceptible à supporter des sanctions. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années avec BNP Paribas. Les États-Unis ont, du fait de l'extradition du droit américain lié au dollar, nous ont pénalisés et ont demandé à la banque de devoir payer des pénalités de 8 milliards de dollars. C'est inacceptable de devoir faire chanter des États ou des sociétés ou des établissements bancaires en utilisant bien sûr le droit américain sur le sol européen. Donc, soit l'Union européenne est capable de se réformer complètement en regard de sa projection dans le futur, soit je ne vois pas comment on pourrait survivre à ce qui risque de se passer d'ici 2 à 3 semaines si ce conflit en Iran n'était pas résolu. Ceci dit, résolution ou pas, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 50 infrastructures liées au pétrole et au gaz qui ont été détruites. Il va falloir entre 2 et 5 ans pour pouvoir les remettre en place, ce qui veut dire en d'autres termes que nous allons subir une contrainte de supply chain énergétique qui fait que le fonctionnement de nos économies est complètement compromis. Quels vont être les mécanismes que l'Union européenne va mettre en place pour pouvoir pallier à ces insuffisances, en regard de ce que j'ai pu observer ce matin du site Bruegel et du stockage de gaz de l'Union européenne, c'est un véritable désastre. On est au plus bas niveau jamais enregistré depuis 5 ans. Voilà la conclusion de tout ça, c'est que de toute façon, nous allons dans le mur
et tout cela va très très mal se terminer. Docteur, on va refermer. Quel avenir pour l'Union européenne? Non, l'Union européenne, je l'ai dit, a deux solutions parce que le présent est déjà sombre et quand on regarde l'avenir, risque d'être un nuage très épais parce que il faut le dire que c'est les États-Unis qui ont financé la reconstruction du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, partant de là, les États-Unis ont su comment tenir tout ce monde-là. Pour se reconstruire, c'était avec des fonds américains et ils sont restés prisonniers américains jusqu'à ce jour. Alors, les deux possibilités qui s'offrent à eux, soit c'est continuer à rester, n'est-ce pas, sous le joug américain et chuter, sombrer complètement avec les États-Unis, ou c'est faire son mea culpa, se repentir et retrouver aujourd'hui la voie du soleil. La voie du soleil, c'est le bloc de l'Est qui s'élève. Donc, voilà les deux choix qui s'offrent à l'Union européenne parce que, je continue à le dire, n'oublions pas, lorsque nous parlons même de l'Union européenne, nous ne parlons pas de 5 personnes. Parce que nous connaissons l'économie de l'Espagne, ça a toujours été depuis la nuit des temps et bien d'autres. Quand nous parlons de l'Union européenne, nous parlons de l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, et je dis à la limite l'Italie et peut-être une autre tête là. Quant au reste, c'est des personnes, c'est des économies qui dépendent de ces trois-là. Et pour dire tout à l'heure, il pense que peut-être parallèlement aux questions économiques, il faudra peut-être regarder la structure même de l'Union européenne qui est caporalisée par des personnes qui n'ont rien à voir avec notamment une vision peut-être interne de l'Union européenne, qui sont on va dire quoi, parachutées par des réseaux parfois assez compliqués et qui tiennent véritablement le gouvernail européen. Parfois ils ont une parole qui est prépondérante au-delà même des chefs d'État qui sont eux par contre élus au suffrage universel. Effectivement, l'Union européenne, je l'ai dit, Charlie l'a dit, ce sont les vassaux, n'est-ce pas, du deep state américain. Ces personnes dont vous parlez sont des personnes du deep state américain. Même les chefs d'État de l'Union européenne, ça il faut le dire, les chefs d'État de l'Union européenne arrivent là comment? Quand vous faites une enquête à profondeur sur les personnalités, vous conviendrez avec moi qu'ils ont des accords très affinitaires avec les deep state américains. On veut parler de Macron. Vous savez que Macron est dans les réseaux de Rothschild et consorts, n'est-ce pas? Et tout ce monde-là. C'est pour ça que j'ai dit l'Union européenne. Et dans ce cas, le travail, donc, il est profond parce que si jamais vous êtes tenu à plus d'un niveau, c'est-à-dire que vous avez une commission de l'Union européenne, elle qui est patronne de tout et de rien, finalement, qui semble jouer un véritable rôle de patron sur les orientations que devraient en principe prendre en amont les chefs d'État européens. À un moment, il faut prendre une décision courageuse au lieu de continuer à être prisonnier. Et la décision courageuse, c'est de quitter brutalement, n'est-ce pas? Ça va créer tout ce que ça va créer, mais ça va vous permettre quand même de vous reconstruire premièrement sous votre propre modèle, n'est-ce pas? En tissant cette fois-ci des liens forts qui vous permettent de résister aux vagues. Une démarche pareille, c'est pas pour demain, d'autant plus que ce qui sont aujourd'hui la structuration de cette Europe est véritablement adossée sur une vision beaucoup plus mondialiste qui est je suis d'accord, ce n'est pas pour assez de fafio. Ce n'est pas pour demain puisque ce qui sont aujourd'hui n'a pas été fait en un jour. Donc ils vont aussi souffrir, n'est-ce pas, comme ils ont fait souffrir les autres, notamment l'Afrique. Vous conviendrez avec moi que l'Union européenne vit à cause, n'est-ce pas, de la colonisation, à cause de leur impérialisme en Afrique. Quand on met de côté tout ce qu'on a, ces réseaux du deep state américain, c'est l'Afrique qui fait l'Union européenne. Donc ils vont souffrir, n'est-ce pas, de la souffrance qu'a souffert l'Afrique. Ça c'est clair. Donc ils ne peuvent pas. L'histoire a ceci de têtu, c'est que elle vous rattrape toujours et que ce que tu as fait à l'autre hier, on va te faire ça aujourd'hui. Donc c'est la chute complète. Ils n'ont que soit aller au niveau du mur de lamentation pleurer, soit, je sais pas, aller vers où se repentir. Mais aujourd'hui, Charlie a fait une très bonne remarque là, tout à l'heure, parlant de la Russie. Tout au contraire, mettant la Russie sur toutes ces sanctions, on
aujourd'hui, tout le monde témoigne. Ce n'est pas nous, c'est eux-mêmes toujours dans les classements qui nous montrent que la Russie, l'économie russe se porte très bien sur tous les plans, n'est-ce pas? Et contrairement à ceux-là qui ont cru détenir, n'est-ce pas, l'arme ou alors la clé ascension, ils sont en train de sombrer. Donc, pour ma part, je crois, pour chuter par là, je dis que face à tout ceci, c'est une interpellation toujours à l'Afrique. Où est l'Afrique face à toutes ces reconfigurations, à tout ce bouleversement géostratégique, géopolitique, n'est-ce pas, du monde? Je pense qu'il est temps pour l'Afrique, n'est-ce pas, de faire bloc commun et de penser, n'est-ce pas, sa posture, question, n'est-ce pas, de se repositionner et de constituer une force. Merci infiniment à vous, docteur Joseph Essoussi. Je rappelle, expert des questions de relations internationales, mais davantage analyste géopolitique, non universitaire. Merci infiniment, cher monsieur, d'avoir été des nôtres. Charlie, on vous dit mondialement merci d'avoir été des nôtres, stratège, mais surtout auteur d'un ouvrage qui va d'ailleurs très bientôt alimenter, bien entendu, nos analyses, qui revient notamment sur les dynamiques de sécurisation du Cameroun et avec une forte extension, notamment au cœur des régions du Grand Lac. Il faut une refondation donc de nos armées locales à l'effet de répondre à ce que vous qualifiez dans cet ouvrage comme étant le véritable désordre mondial. Merci à vous, cher monsieur. Laurent Pellard vous dit infiniment merci, cher monsieur. En tout cas, votre présence sur ce plateau apporte un rayonnement assez impressionnant. Je ne tiens pas ces compliments. Ces compliments ne viennent pas de moi, mais des téléspectateurs qui nous suivent au quotidien. On rappelle que vous êtes géopolitique, polyglotte, écrivain également, présenté par la presse de votre pays, la France, comme étant un grand ennemi de l'Élysée. On verra ce que ça donnera. En tout cas, les élections sont pour très bientôt. On espère vous avoir sur ce plateau très bientôt, cher monsieur, à l'effet de nous permettre de continuer à apprécier les dynamiques géopolitiques qui traversent et travaillent toute l'Europe. Merci, cher monsieur. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci à toute la partie technique. Monsieur Adrien Ngoué était, bien entendu, à la manœuvre avec toute la Dream Team des techniciens pour nous permettre de pouvoir diffuser dans les standards requis de production audiovisuelle dans le monde. Rendez-vous mercredi pour une autre séquence de réflexion. À très bientôt. Bonsoir.